L'aide américaine, les armes américaines, c'est littéralement salvateur pour l'Ukraine, mais ça n'est pas tout ce que peut donner Washington. Les États-Unis peuvent aussi donner des feux verts, on le disait à l'instant, et ce qui vient d'être accordé à Kiev, justement, est essentiel en ce sens. L'Ukraine pourra désormais utiliser les fameux missiles ATACMS de longue portée pour viser la Crimée. Ce sont de hauts responsables du Pentagone qui ont partagé cette information capitale avec le New York Times. C'est extrêmement important quand même comme changement. Aline Lebel-Kramer, il faut bien réaliser que là, globalement, ça revient à dire ceci, les Américains autorisent l'Ukraine à frapper la Crimée, donc territoire annexé par la Russie, avec ses armes. Oui, et accède à une demande absolue de l'Ukraine que de pouvoir aller cibler les cibles militaires russes partout où elles sont sur le territoire ukrainien, partout où elles occupent les territoires ukrainiens. Donc il y avait la question de que ces armes jusque-là étaient bridées d'une certaine façon, comme un scooter qu'on empêche d'aller trop vite. Donc là, ce seraient des modèles débridés. Et là, ça devient effectivement sérieux. C'est une aide absolue, c'est une aide capitale pour l'objectif de guerre des Ukrainiens qui n'a pas bougé, c'est la libération des territoires. Il n'y aura pas de, à ce stade, il n'y a pas de concession territoriale envisagée pour les autorités ukrainiennes et pour la population ukrainienne à des scores autour de 85-90%. Ouais. Donc, ce type d'arme aide à cela. Elle aide aussi à une autre chose, c'est que ça sauve des vies. Quand on parle de F-16, quand on parle d'armes à longue portée, quand on parle de défense antiaérienne, quand on parle de Patriot, quand on parle donc des ATACMS ou de Storm Shadow, de Scalp pour les modèles britanniques ou français, toutes ces armes vont permettre de faire reculer les Russes et donc de les éloigner des villes ukrainiennes et donc de sauver des vies et d'économiser accessoirement, parce que c'est un sujet important pour les Ukrainiens contrairement aux Russes, la vie des soldats ukrainiens. Mais quand même, Aurélien Duchesne, la question est de savoir pourquoi les Américains changent d'avis maintenant là-dessus, ou en tout cas vont, j'allais dire, si vite en besogne. J'entends bien sûr, Aline Lebel-Kramer, que ça n'est pas allé vite. Malgré tout, c'est un changement soudain. Est-ce que c'est parce que justement l'aide américaine a été mise, j'allais dire, sous cloche pendant plusieurs mois et qu'on se dit, ok, maintenant, dès qu'on a la possibilité, il faut agir vite, sans passer par les paliers qu'on essayait de franchir jusqu'à présent pour faire peur ou pas trop peur à la Russie. Là, on décide d'y aller, j'allais dire, franco, pour être sûr que la Russie, en effet, soit inquiétée. Les Américains raisonnent de la même manière finalement que les Français et les Britanniques quand on a livré les Scalp et Storm Shadow, c'est-à-dire qu'on avance par incrément. On a beaucoup parlé des fameuses lignes rouges en Crimée. L'idée que le jour où une bombe tombait là-bas, c'était la ligne rouge où Poutine nous atomisait. La première fois qu'on a dit ça, c'était il y a 2 ans. Progressivement, les Américains ont vu que ça n'a rien changé. Enfin, ça a changé les choses sur le terrain, mais ça n'a pas fait péter un câble aux dirigeants russes. Le fait que les Français et Britanniques aient livré aux Ukrainiens des missiles longue portée qui ont pu frapper des cibles censées être annexées par la Russie. Il y a eu des estimations comme quoi des attaques MS auraient été déjà employées en Crimée sur la base de Jankoï, qui a été une des attaques les plus dévastatrices contre les forces russes. 2 hélicoptères lourds, des dizaines de morts et aussi un véritable traumatisme pour la défense russe, parce que ça a montré que, ça y est, les Ukrainiens se désinhibaient de leur emploi des armes livrées par les Américains. Et enfin, vous avez un discours qui évolue aux États-Unis, qui est de dire que non seulement il y a une fenêtre de tir assez réduite en termes de livraison d'armes, parce qu'il y a d'un côté la crainte évidemment que Trump arrive au pouvoir, mais aussi la crainte que malgré tout ce qui va être envoyé aux Ukrainiens, les Russes puissent profiter des prochains mois pour essayer d'écraser les Ukrainiens, profiter de leurs avantages. Là maintenant, les Américains se disent comment on rattrape le temps perdu ? Eh bien, on donne un maximum de feu vert, justement. On essaye de faire sauter un maximum de verrous pour que les Ukrainiens puissent renverser la situation. Avancez vite. Vincent. Je pense effectivement qu'il y a cette volonté de rattraper le temps perdu, pourvu qu'il puisse l'être rattrapé, du fait des atermoiements du Congrès pendant des mois. Mais il y a aussi peut-être tactiquement la volonté de réactiver un front qui n'a d'ailleurs jamais été totalement éteint, loin du front de l'Est, pour disperser un peu les efforts russes et les obliger à consacrer une partie de leurs moyens militairement, ça a du un sens. enjeu comme la Crimée, dont on sait qu'il est cardinal pour Poutine. J'observe, pour terminer, qu'il n'y a pas de communiqué officiel du Pentagone approuvant ou recommandant. On est plutôt dans le registre du nihil obstat, c'est-à-dire rien ne s'oppose. C'était la formule employée par l'Église catholique pour ne pas s'opposer à l'apparition d'un ouvrage qui était conforme à la morale religieuse. Donc on est plutôt dans ce non-dit-là, mais c'est effectivement un non-dit qui est radicalement différent des invitations à la retenue, à la prudence, à la précaution, qui étaient un peu la norme pendant les mois écoulés. Le vote est passé.
Oui. Donc, Mais c'est peut-être aussi... Il y a eu beaucoup de retenues stratégiques pour faire passer cette aide. Il y a eu beaucoup de jeux, on n'a pas arrêté de parler de couloirs, de discussions extrêmement violentes dans les couloirs des institutions américaines. Là, le vote, voilà, c'est fait. Donc il y a aussi plus de choses qui vont être dites ou pas dites. Mais oui, et notamment les actes actuels, c'est symptomatique de ça. Mais c'est aussi peut-être, certainement, parce que Volodymyr Zelensky, à plusieurs reprises ces dernières semaines et ces derniers mois, a commencé à tirer la sonnette d'alarme en disant Bien sûr. maintenant, ce n'est plus une question de savoir comment se battre, c'est une question de survie. En effet, on peut perdre la guerre. Ça a été dit d'ailleurs par les Ukrainiens. Ça a beaucoup surpris et choqué et marqué les esprits. Donc ça aussi, c'est une manière de dire OK, on vous a entendu. Maintenant, il faut que nous aussi, on joue le jeu du côté occidental. Absolument. C'est un enjeu, c'est urgence absolue en Ukraine. Enfin, je veux dire, il faut se rendre compte, et je crois qu'on ne s'en rend pas assez compte de ce dans quoi sont plongées les populations ukrainiennes en ce moment au quotidien. C'est inimaginable, et c'est vrai qu'il y a un décalage absolu entre le rythme de réunion, de visio, de PowerPoint certainement dans tous les coins, et ce que vivent très quotidiennement l'enfer que vivent les Ukrainiens, les urgences absolues, et surtout la volonté d'en découdre et de ne pas négocier des Russes. Donc en fait, les Russes veulent détruire l'Ukraine, l'Ukraine se défend, résiste depuis 2 ans, et je crois qu'on se rend pas compte à quel point cette résistance est absolue et bouleversante de courage. On essaye de s'en rendre compte. C'est toujours bien de le redire. Mais avec aussi, vos témoignages. De ne pas banaliser ce qui se passe humainement aussi sur place. Donc il est fort probable que cet été entendu enfin par les États-Unis, et de rappeler que oui, il faut, c'est un intérêt militaire que d'aller taper la Crimée, qui est maintenant devenue une base aérienne, d'où partent aussi énormément de missiles qui vont aller tuer les civils ukrainiens de l'autre côté, vers Odessa et Mykolaiv. Donc c'est une urgence absolue aussi, contrairement à ce que racontent certains, de reprendre la Crimée. C'est un intérêt. Il y a une urgence humanitaire, déjà parce qu'il y a énormément de gens, si je puis me permettre, qui disparaissent. Les enfants déportés, ils sont aussi déportés en Crimée. Donc il y a une urgence humanitaire et une urgence militaire, les deux vont ensemble. Et de toute façon, il n'y aura pas de paix en Europe tant que ce bout de terre restera une base militaire offensive pour les Russes. Justement, tout à l'heure, Aurélien Duchesne, vous parliez de frappes qui ont déjà été réalisées sur le sol du Crimée. Sauf qu'il y a frappe et frappe. Regardez cette carte qu'on avait préparée déjà il y a quelques temps et qui nous montre très bien en quoi l'arme utilisée peut changer la donne, là aussi, dans ce qui est frappé. En vert, vous voyez, c'est le champ d'action des HIMARS qu'on possède déjà depuis un moment. Il y a également en jaune, vous le voyez, les attaques AMS dont dispose déjà l'Ukraine avec une portée, je crois, d'à peu près 165 km. Et il y a en rouge, effectivement, les nouveaux attaques AMS qui permettent, on le voit bien en bas, d'aller jusque tout en bas de la Crimée. Ça, Natalia Turine, ça fait, j'imagine, certainement peur à Poutine, parce que la Crimée, on le disait tout à l'heure, c'est l'élément précis qu'il ne voudra jamais lâcher. On l'a déjà vu lorsque le pont de Kerch a été attaqué et multi-attaqué d'ailleurs. Ça l'a mis dans une colère folle et il a fallu qu'il fasse, j'allais dire, de la réparation de ce pont une affaire personnelle. Donc là, ce qui peut se passer en Crimée avec ses armes va le toucher de plein fouet. Je ne veux pas... évidemment, la Crimée est à l'Ukraine, c'est un fait. Au fait, Poutine est assez machiavélique. Il peut très bien, un jour, dire aux Russes, c'est pas pour aujourd'hui, et je préserve les russophones qui sont là-bas, et donc je vais pas me battre pour. Et les Russes vont gober cette histoire. Vous savez que, par exemple, aujourd'hui, l'Égypte fête la victoire de la guerre de Kippour. Il y a des monuments aux généraux parce qu'ils présentent la guerre de Kippour comme une guerre que l'Égypte a gagnée. C'est ça le paradoxe des régimes totalitaires, c'est qu'ils disent à leur peuple ce qu'ils veulent, au moment qu'ils veulent, comment ils veulent, et le peuple gobe ça. C'est-à-dire que selon vous, il pourrait lâcher la Crimée ? Je vais vous dire peut-être quelque chose qui va vous choquer, mais étant russe, je peux vous dire que la majorité des Russes pensent comme ça. C'est que le jour où le pont de Kerch va sauter, il y a quelqu'un qui va se réjouir, qui s'appelle Rodenberg, parce que ça a coûté énormément d'argent, la construction de cet objet. Et quand il y a une construction, il y a l'enrichissement d'une certaine partie de l'oligarchie qui entoure Poutine. Donc, on va jusqu'à même soupçonner que certains points industriels sont bombardés exprès, parce qu'il faut comme Mariupol, il fallait le reconstruire.
Donc il y en a déjà qui a payé sa corruption un peu inégalée, qui est Ivanov, qui est soupçonné d'avoir un peu trop volé en reconstruisant Mariupol. Mais il y a aussi ce paradoxe-là. La Crimée, quand Poutine a pris ce territoire, est devenue une espèce de terre, une espèce de course à l'argent facile de tous ces constructeurs qui ont commencé à créer des infrastructures qui sont par ailleurs assez moches là-bas. Donc il y a ce paramètre-là. Donc le jour où le pont va sauter, certes, ça va être Poutine va être vexé parce qu'il a trop fait la pub, mais de point de vue d'économie, je ne pense pas que ça a une importance aussi forte, parce que parallèlement, il y a le chemin de fer qui se construit le long de Azov, et voilà. Et puis, quand il va dire aux Russes que finalement c'est une victoire, c'est comme la Deuxième Guerre mondiale. On a vendu ça comme une grande victoire. Aujourd'hui, on découvre que c'est pas une grosse victoire. Tout ça, c'est une question de propagande. Et comme Aline a très bien a dit, la propagande russe, elle est assez exceptionnelle. Et elle ne marche pas que sur les têtes russes. Elle marche aussi sur les têtes occidentales. Et malheureusement, le vote du Congrès aux États-Unis a montré que nous qui pensions qu'il y a juste une petite poignée de républicains qui ne veulent pas aider l'Ukraine, ils ne sont pas si petits que ça. Et, le vote, le non-vote de ceux qui ne voulaient pas aider l'Ukraine est assez important, qualitativement parlant, quantitativement parlant. Je note quand même que vous avez dit, non pas si le pont de Kerch est détruit, mais quand il sera détruit. Ça dit quand même quelque chose. Vincent. Oui, non, mais sur l'enjeu de la Crimée, on a bien senti au fil des mois que la Crimée avait été en quelque sorte totémisée par Volodymyr Zelensky pour couper court à cette petite musique qui disait que le moment venu, il faudrait consentir à des sacrifices territoriaux, donc des amputations, alors soit dans l'extrême est de l'Ukraine, soit dans la péninsule de Crimée. Et symétriquement, je dirais, on sait aussi tout l'apparat qui a été déployé par la Poutinie pour sanctifier la russité supposée de la même Crimée. Donc c'est un enjeu essentiel, il est stratégique, il est aussi historique et symbolique. Et encore une fois, le fait que, je voyais tout à l'heure, Washington dit oui, je dirais plutôt Washington ne dit pas non à l'usage de ce genre d'armes en Crimée, ça prouve aussi qu'il y a cette volonté d'adresser un message assez clair à Poutine. Bon, on a beaucoup pataugé au Congrès pendant des mois, vous en avez fait des gorges chaudes dans vos émissions télévisées, etc. Mais maintenant, ce chapitre est clos et donc on repart sur d'autres bases. En tout cas, je pense que c'est ça que les États-Unis essayent de faire passer du côté de Moscou.